Voici la troisième séance de cette séquence sur la Troisième République, avec comme image d'introduction un résumé des deux séances précédentes, l'enracinement de la République et les valeurs républicaines. Donc, nous sommes, comme l'indique ce tableau, le 14 juillet 1883. Le 14 juillet, vous vous souvenez, est la date de la fête nationale depuis 1880. Et nous avions également vu, le 14 juillet 1880, la mise en œuvre de plusieurs symboles de la République, donc un qui revient très fréquemment sur ce tableau, le drapeau français, le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Donc on le voit en haut des lampadaires en quelque sorte, donc, qui flottent au vent, et également donc, de très nombreux drapeaux derrière la mention RF de la République française. On le voit également, ce drapeau tricolore donc, qui flotte au-dessus des bâtiments, et qui est repris sous la forme de lampions festifs, donc toujours le bleu, blanc, rouge. On le voit également donc porté par ces deux petits garçons très fiers et par cette petite fille donc sous la forme d'une écharpe tricolore qui imite en quelque sorte l'écharpe des mères, et on voit sur la tête de cette petite fille le bonnet phrygien que vous avez l'habitude de voir sur Marianne, avec en tout petit ici la cocarde, donc là encore le symbole bleu, blanc, rouge de la France. Donc, nous voyons également, en plein milieu de cette image, au cœur de cette image, au centre, donc un défilé. Donc, ce ne sont pas n'importe quelle personne qui défile, ce sont des enfants. La légende vous parle de bataillons scolaires. En effet, à cette époque, donc dans les écoles primaires, au lieu de faire ce que vous faites vous de l'EPS, les enfants apprenaient à défiler, à marcher au pas, également donc à manier le fusil pour se battre. C'est l'idée de prendre sa revanche contre l'Allemagne qui a pris à la France l'Alsace et la Moselle en 1870, l'année où a été proclamée la République. Mais la République n'oublie pas ses départements, et on l'a vu avec l'école, à travers l'histoire et la géographie, on apprend aux enfants l'importance d'aimer sa patrie et l'importance de savoir qu'un jour l'Alsace et la Moselle redeviendront françaises. Et donc enfin, sur cette gravure, nous avons la statue Place de la République, donc qui est inaugurée cette année-là et qui célèbre les valeurs républicaines, la grandeur et la patrie. Donc toute cette gravure, l'idée comme document d'introduction, c'est de montrer en 1883 une république très stable, fière d'elle-même, patriote, malgré tout pacifique, puisqu'on rappelle aux voisins que la république, c'est la paix, et qui, à ce moment-là, est bien enracinée, donc à travers l'école, la presse, l'alphabétisation, les élections régulières, et on voit dans les années 1880, on imagine que la République fonctionne, que personne ne la conteste. Et ce qu'on va voir dans cette séance, c'est au moins deux formes de contestation à quelques années d'intervalle. La première, on verra le général Boulanger, qui va donner naissance à un mouvement politique, le boulangisme, qui conteste la forme parlementaire de la République. Et la deuxième menace sur la République, c'est l'affaire Dreyfus, donc du nom de ce capitaine qui a été accusé à tort d'être un espion, et qui là divise la France entre ceux qui le soutiennent et ceux qui soutiennent au contraire qu'il est coupable, que c'est un traître. Le général Boulanger remet en cause la stabilité de la République. Donc, qui est ce général Boulanger? En 1886, donc 3 ans avant ce document, il est ministre de la guerre. Donc, ministre de la guerre, dans une France qui veut sa revanche sur l'Allemagne, c'est un poste important, vous pouvez vous en douter. Mais il devient très populaire. Et dans la Troisième République, les parlementaires, les députés, les ministres veulent en quelque sorte qu'il n'y ait pas un homme, un ministre qui se dégage parmi tous les autres. Ils ont peur de quoi, à votre avis, si un homme se dégage parmi d'autres? Ils ont peur qu'il prenne le pouvoir comme Louis-Napoléon Bonaparte l'avait fait en 1851. La peur de tous ces ministres, de tous ces députés, c'est que un d'entre eux devienne en quelque sorte un homme fort et fasse un coup d'État. Ce qui serait d'autant plus facile quand on est général et qu'on est ministre de la guerre. Il le force donc à démissionner. On est en 1886. Que fait Boulanger? Il est populaire, il a des appuis parmi les opposants à la République, parmi les monarchistes, donc ceux qui voudraient remettre un roi, et parmi justement des bonapartistes, ceux qui voudraient remettre un fils ou un neveu de Napoléon sur le trône. Il décide donc de se présenter à des élections législatives. Donc, comment se passent les élections législatives à cette période? Elles se passent par département,
et non pas comme nous par des petites circonscriptions. Et le problème, c'est qu'on peut se présenter dans plusieurs départements à la fois. Enfin, le problème, vous allez voir pourquoi. Imaginez, donc Boulanger se présente, alors pas lui justement, quelqu'un d'autre. Voilà, monsieur XY se présente dans 4 départements et il est élu 4 fois. Il doit en choisir un et devient député de ce département, mettons la Seine-Saint-Denis, qui n'existe pas, mais c'est un exemple. Ensuite, du coup, les 3 autres départements, l'Essonne, Paris et les Yvelines, doivent réélire un autre député. Et comme ça prend du temps, en 1888, il y a plein d'élections de ce genre auxquelles se présente le général Boulanger et auxquelles il est élu. Sauf que pour être encore plus populaire, chaque fois qu'il est élu dans un département, il démissionne pour aller faire campagne dans un autre et gagner encore en popularité. On va le voir, ça énerve considérablement ses opposants. Et donc sur quel programme politique fait-il campagne? Il fait campagne sur 3 idées. La dissolution, il veut que le président de la République dissolve l'Assemblée nationale de manière à ce que tous les députés soient réélus en même temps et que les députés qui ne sont pas de son avis perdent leur siège au profit de ses alliés. Révision, c'est réviser la Constitution de manière à donner plus de pouvoir au président, ou en tout cas plus de pouvoir au gouvernement, puisque si vous vous souvenez de la leçon 1, le Parlement, sous la Troisième République, renverse assez facilement le gouvernement, et selon les majorités ou les coalitions de députés, il y a des périodes un petit peu de flottement. Et troisième vœu, qui va un petit peu avec la révision, une constituante. Voilà. On réécrit carrément la Constitution, on met fin à la Troisième République. Révision constituante, ça va un petit peu ensemble dans les idées des opposants politiques à la République. Et quels sont ces autres arguments? Ah bah, les coteries parlementaires. Donc, dans ce cadre-là, une coterie, c'est une association qui, qui se réunit dans le but de gagner de l'argent, de profiter du système politique. Et donc, il refuse également plus de pots de vin. Donc, le pot de vin, c'est également une marque de corruption. C'est quand on touche de l'argent pour être élu. Voilà, on va payer les électeurs ou on touche de l'argent pour faire voter une loi qui arrange certaines personnes. Exemple, on peut toucher de l'argent pour décréter que les masques sont obligatoires. Et on peut imaginer que les gens qui fabriquent les masques vont gagner de l'argent. C'est un exemple un petit peu absurde vu le contexte, mais voilà. Également, donc vive la République honnête, ça va avec les pots de vin, on refuse la corruption. Et vive la France, donc c'est un patriote, il veut défendre le territoire et reprendre l'Alsace et la Lorraine. Et donc sur cette affiche, qui a dû coûter cher en 1889, des couleurs, donc le bleu, le blanc, autant d'argent, c'est grâce à ses alliés. Donc on le voit sur cette caricature, le général Boulanger donc, forme la tête du bélier. Donc le bélier, vous avez peut-être vu dans des films de guerre, c'est ce qui sert à enfoncer une porte. Donc là, ce bélier s'appelle dissolution et il veut enfoncer la porte de la République, RF, République française, représentée donc par Marianne, qui cherche à le chasser, voilà comme on balaye de la poussière. Donc il est porté, ce bélier, par 3 groupes de personnages. Donc ici, on peut supposer que c'est un bonapartiste en vert, donc les partisans des descendants de Napoléon III et à travers lui de Napoléon Ier, l'empereur. Le deuxième personnage que l'on voit ici en noir, c'est un curé, donc qui représente l'Église catholique, qui, on l'a vu à propos de la laïcité, les catholiques ont un petit peu du mal à accepter la République. Donc les catholiques sont très contents de soutenir le général Boulanger. Et derrière lui, donc on reconnaît à la perruque un noble. Donc les nobles de l'Ancien Régime sont souvent restés monarchistes pour la plupart d'entre eux, donc opposés à la République. Et certains d'entre eux ont gardé ou ont refait fortune après la Révolution et ont donc de l'argent pour soutenir le général Boulanger. Donc ces 3 catégories de personnes, les monarchistes, les partisans de l'Église et les bonapartistes, soutiennent le général Boulanger pour renverser la République. Le problème, c'est que ce n'est pas le but du général Boulanger. Le but de Boulanger, ce n'est pas de renverser la République, il est républicain, il ne veut pas d'une monarchie. Son but, c'est d'améliorer la République, comme on le voyait dans la fiche électorale, voilà, une République honnête, à bas les pots de vin. Et on le voit sur cette couverture, donc d'un journal, on est en juillet 1889, où on le voit dans la position de quelqu'un qui va prendre la Bastille. Et qu'est-ce que c'est cette Bastille? On le voit
en arrière-plan, Bastille parlementaire, c'est la République qui fonctionne mal. Et lui, que veut-il? Il veut une République honnête, on le voit sur son drapeau tricolore, vive la République honnête, abat les voleurs, et son but, quelle est son arme, pardon, son arme, son pouvoir, c'est le suffrage universel. Donc il veut passer par l'élection, on voit ce canon qui crache des bulletins de vote, donc c'est pour lui une manière légale de reprendre le pouvoir, de donner le pouvoir à des hommes justes. On voit qui sont ces hommes justes, donc des militaires comme lui, des gens du peuple, des ouvriers, qui sont bafoués par les parlementaires corrompus. Donc le général Boulanger veut améliorer la République, et quand il se rend compte qu'il a été manipulé par les monarchistes, par les bonapartistes, il refuse de faire un coup d'État. Malgré ça, donc les parlementaires le poursuivent en justice. Donc, comme il est député, il est poursuivi par ce qu'on appelle la haute cour de justice. Ce sont les sénateurs et les députés qui jugent un de leurs membres pour trahison. Et le fait de faire un coup d'État, c'est une trahison envers la République. Il s'enfuit à Bruxelles et il finit très mal. Ça fait la joie des caricaturistes puisqu'il se suicide sur la tombe de sa maîtresse quelques semaines après cette caricature. Donc, le général Boulanger et cet épisode donc, qu'on appelle le boulangisme entre 1886 et 1889 constitue pour la République, pour les républicains, une menace assez sérieuse puisque tous ses ennemis, les monarchistes, certains catholiques, les bonapartistes, se sont alliés pour la renverser. Donc c'est une première menace sérieuse contre les institutions de la République. Cette menace, au départ, avait réussi à rallier des républicains qui voulaient une révision, une réforme de la Constitution pour l'améliorer. Mais voyant que tous les ennemis faisaient une coalition contre la République, les gens, les républicains, les partisans de la République ont fini par se rallier au fonctionnement tel qu'il est, par peur d'un effondrement de la République, tout simplement. Donc en 1889, première grosse crise, la crise boulangiste, qui met à mal donc, les institutions. La deuxième crise, on va le voir, c'est plutôt une crise sur les valeurs de la République, sur les valeurs donc, de la Révolution, liberté, égalité, fraternité, avec l'affaire Dreyfus. Une grande affaire qui nous occupe dans la contestation de la Troisième République dans les années 1880-90, c'est ce qu'on appelle l'affaire Dreyfus. Dreyfus, c'est le nom d'un capitaine de l'armée qui est affecté dans l'est de la France. En 1894 éclate une affaire de trahison. On découvre un papier à l'ambassade allemande qui prouve qu'il y a un traître parmi les rangs des officiers français. Donc on cherche un petit peu, très rapidement, et vite on découvre qu'il existe un homme, Alfred de Dreyfus, qui est alsacien et qui est juif. Donc il a contre lui deux caractéristiques qu'on va le condamner assez vite sans chercher d'autres coupables. Donc pourquoi ces deux caractéristiques jouent contre lui? Puisque alsacien, vous vous souvenez, l'Alsace fait partie de ces régions que l'Allemagne a prises après la guerre de 1870. Donc les Alsaciens, comme le petit Julien et le petit André du Tour de la France par deux enfants, avaient le choix et pouvaient quitter l'Alsace pour rester français en venant vivre en France. C'est ce qu'a fait la famille du capitaine Dreyfus. Donc pour lui, il est français. Mais pour les autres officiers, il est quand même potentiellement un traître. Deuxième chose, il est juif. C'est ce qui va nous occuper tout au long de cette affaire Dreyfus, l'antisémitisme. Donc on considère au XIXe siècle que les juifs ne sont pas vraiment français. On leur a donné la citoyenneté française, mais pour certaines personnes, les juifs sont quand même apatrides, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de patrie et ils forment une communauté qui vivent en France, qui vivent en Allemagne, qui vivent en Pologne, et ils ne peuvent pas être patriotes. Donc c'est dans cette optique qu'est condamné le capitaine Dreyfus par un tribunal militaire avec donc, ce qu'on appelle un huis clos, Huis-CLOS. Donc il n'y a pas de témoin. Et pire que ça, son avocat n'a pas accès à certaines pièces. Donc certaines pièces du dossier restent secrètes, même pour son avocat. Donc on ne sait pas ce qu'il y avait dans le dossier. On apprendra par la suite, quelques années après, qu'il y a un certain nombre de pièces qui ont été fabriquées, ce qu'on appelle des faux. Voilà. Donc en 1894, il est condamné et le document qu'on voit ici, donc dans le Petit Journal, un journal très populaire et illustré, donc le 13 janvier 1895, donc ça s'est passé la veille le 12, donc la dégradation de l'affaire du capitaine
Dégradation, c'est un terme militaire, puisque dans l'armée, vous avez des grades. Donc, il était capitaine et on lui enlève son grade de capitaine. Et pour l'humilier, on voit son supérieur qui brise le sabre. Donc, il est dégradé et il est ensuite déporté en Guyane dans un bagne qu'on appelle l'île du Diable, si jamais on revoit ça sur d'autres caricatures. Donc, nous sommes en janvier 1895. Donc ce capitaine Dreyfus, Alfred Dreyfus, est condamné pour trahison. À ce moment-là, euh, quasiment toute la France est d'accord avec ça, à part sa famille. Donc au tout début, il n'y a pas vraiment d'affaire Dreyfus. L'affaire se développe lorsque quelques personnalités vont enquêter et découvrir ce qu'on a dit tout à l'heure, des faux, des pièces qui avaient été fabriquées par d'autres officiers pour accuser le capitaine Dreyfus. En 1894, je récapitule, découverte donc d'une trahison, d'une affaire d'espionnage, c'est ce qu'on a ici, donc sur la chronologie, en septembre 1894, et ce que je vous ai raconté, donc le procès, la condamnation au bagne de l'affaire Dreyfus. Quelques années plus tard, il a fallu un petit peu de temps à toute la famille d'Alfred Dreyfus pour récolter des preuves de son innocence. C'est ce qu'on a ici, l'année 1898. On a des preuves qu'un autre officier, donc son nom c'est Esterhazy, a fabriqué les fameux faux dont on a parlé pour le procès. Le problème, c'est qu'il est jugé par un tribunal militaire lui aussi, et il est acquitté, c'est-à-dire qu'il est considéré comme innocent. C'est à cette occasion que Émile Zola publie J'accuse, on va en reparler, donc un article dans la presse pour alerter l'opinion publique sur l'affaire Dreyfus. Quel est son but? Le but de Zola en publiant ça, il accuse, c'est de faire connaître l'affaire à la population française, puisque Dreyfus, jusque-là, est considéré comme coupable. C'est ce qu'on a dans cette image, le document 2. On s'y attarde un petit peu, puisque c'est une caricature anti-dreyfusarde. Donc ce mot anti-dreyfusard, ou anti-dreyfusarde au féminin, c'est l'adjectif qui a été forgé à cette époque pour parler des opposants à Dreyfus. Voilà. En opposition à ceux qui sont ses partisans, ceux qui le soutiennent, qu'on appelle les Dreyfusards. Émile Zola est le plus célèbre des Dreyfusards. Donc là, une caricature anti-dreyfusarde, elle dénonce l'action de Dreyfus. Elle est publiée dans La Libre Parole. La Libre Parole, c'est un journal dirigé par Édouard Drumont. On le voit ici, le nom du directeur. Édouard Drumont qui se représente au beau milieu de cette caricature. C'est le personnage en gros au centre de la caricature. La Libre Parole, c'est quel type de journal? Vous pouvez le deviner en lisant la devise de ce journal, juste en dessous du titre, donc La France aux Français. Donc c'est un journal nationaliste et Édouard Drummond ne se cache pas du tout de son antisémitisme. Il a écrit quelques années auparavant un best-seller qui s'appelle La France juive, où il dénonce la mainmise par les juifs sur l'économie, sur la société, sur la vie politique française. Donc là, on le voit sur cette caricature, donc c'est un exemple qu'on peut étudier, que vous pourriez avoir en étude de document. Donc au centre, en gros, sur la caricature, ça veut dire que c'est le personnage le plus important. Donc c'est Édouard Drummond, c'est le journaliste. On a la petite légende à propos de Judas Dreyfus, français, voilà 8 je sais pas, j'arrive pas à lire, 8 quelque chose que je vous le répète chaque jour. Donc l'idée c'est qu'il répète, il répète, il répète, pardon. Et que tient-il dans ses mains? Donc il tient un juif. Comment on le reconnaît sur les caricatures? Les juifs, vous avez peut-être vu ça au moment du nazisme, ils ont souvent un gros nez. Voilà. Donc ici, on le reconnaît avec son gros nez. Et où se cache-t-il? Il part se cacher dans un égout. Ça annonce un petit peu ce qu'on trouve dans beaucoup de caricatures antisémites que vous reverrez en terminale avec Hitler, les juifs qui sont comparés à des rats. Voilà. Donc là, le juif Dreyfus s'enfuit, se cache. Voilà. Et le capitaine, on le voit ici en arrière-plan. Donc, il est plus petit que Drummond parce qu'il est moins important à ses yeux et il est dans l'ombre puisque c'est un traître, un espion. Voilà. Et inversement, on voit le soleil qui se lève, c'est la lumière qui est faite sur cette affaire. Grâce à qui? Grâce à la presse qui dénonce la trahison du capitaine Dreyfus. Donc on est en 1894 au moment de la condamnation.
Zola, on va en reparler, donc écrit à ce moment-là. Et que se passe-t-il à la suite de toute cette mobilisation? Un an plus tard, en 1899, donc Dreyfus est rejugé à Rennes, c'est-à-dire en appel en quelque sorte, par le tribunal militaire, un autre tribunal militaire, mais il est de nouveau condamné. Il est condamné avec des circonstances atténuantes. Voilà. Donc l'espionnage avec des circonstances atténuantes, ses partisans ne comprennent pas trop ce que cela veut dire. Voilà. Comment peut-on avoir des circonstances atténuantes pour espionner son pays? Et la même année, il est gracié par le président, c'est-à-dire que le président le sort de prison et lui permet de refaire sa vie. Pour ses partisans, ça ne suffit pas, puisque ça ne veut pas dire qu'il est gracié, ça veut dire que vous êtes coupable, vous êtes responsable, mais vous ne purgez pas votre peine. Il faut attendre 1906, donc près de 10 ans après, pour qu'il soit réhabilité. Donc réhabilité, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on a eu tort vis-à-vis de lui et il retrouve ses fonctions. Et même pour se faire pardonner, la République lui octroie la Légion d'honneur pour montrer qu'il fait bien partie de la France et qu'il a bien servi son pays. Petits apartés, le premier sur l'Aurore et un autre sur l'antisémitisme. Donc l'Aurore, c'est le journal qui publie l'article de Zola, l'article J'accuse, lettre au président de la République. Donc c'est un quotidien qui publie tous les jours, le 13 janvier 1898. Émile Zola, en 1898, est déjà très connu, très célèbre. Il publie ce que vous connaissez peut-être, la grande saga des Rougon-Macquart, avec des romans comme L'Assommoir, Germinal, Zola. Vous avez peut-être lu Thérèse Raquin au collège. Et là, il écrit à qui? Au président de la République. Et comme l'annonce le titre donné par le journal, il accuse. Il accuse le président de la République d'avoir fait des erreurs. Il accuse tout un tas d'officiers d'avoir condamné Dreyfus sans réfléchir, sans regarder les preuves. Et donc, quel est son but en publiant cette lettre? C'est de se mettre hors la loi, puisque la loi interdit la diffamation envers le président de la République, envers les officiers aussi, mais là, c'est vraiment le président de la République qui est visé. Et son objectif, c'est d'avoir un procès. Et pourquoi accepter d'être mis en procès, d'être accusé à son tour? C'est parce que son procès sera public, il n'est pas militaire, il ne va pas être jugé en secret comme l'a été Dreyfus. Donc c'est ainsi que Zola accepte le risque. En réalité, il ne va pas accepter tout à fait puisqu'il va s'enfuir en Angleterre le temps que ça se tasse. Mais c'est un acte politique important et cet article, vous le voyez, il est sur 8 colonnes, donc 6 colonnes sur la première page et 2 encore de l'autre côté à l'intérieur. Donc un article qui marque un petit peu l'histoire à la fois de la politique et de la littérature et qui donne naissance à ce qu'on appelle des intellectuels. On entend beaucoup ce mot au XXe, au XXIe siècle. Zola, c'est en quelque sorte le premier des intellectuels. Ce qu'on appelle un intellectuel, c'est un artiste, un penseur, parfois un professeur d'université ou un économiste, qui s'implique dans la vie politique, qui s'implique dans les débats, mais sans être un homme politique. Donc l'idée, c'est voilà, de prendre position dans les débats publics, dans les débats de société, et de donner des arguments, on va dire, un petit peu plus sérieux que ceux que la plupart des gens peuvent avancer, mais sans être un spécialiste pour autant. Donc c'est pour ça que je voulais insister un petit peu sur J'accuse de Zola, que vous avez un petit extrait sur la fiche d'activité à faire. Le point sur lequel je vais insister, c'est l'antisémitisme et le problème qu'il pose à la Troisième République. Donc premièrement, qu'est-ce que l'antisémitisme? D'où ça vient? L'antisémitisme, il y a trois facteurs principaux, donc des facteurs religieux, des facteurs économiques, des facteurs raciaux. Donc les raisons religieuses, ça rejoint l'antijudaïsme, c'est l'idée que les juifs ont tué Jésus. Donc ils sont responsables de la mort du Christ dans l'Antiquité, au moment de la naissance du christianisme. Ce sont les juifs qui ont accusé Jésus d'être un faux prophète et qui ont permis aux Romains de le crucifier. Dans la prière que les chrétiens font à Pâques, tous les ans, les juifs, pendant très longtemps, étaient appelés le peuple déicide, le peuple qui avait tué Dieu, puisque pour les chrétiens, Jésus, c'est Dieu incarné. Et donc ça dure jusqu'au XXe siècle quand même, jusqu'en 1964. Donc cet antijudaïsme chrétien est assez important au XIXe siècle et participe de la haine que certains Français ont envers les Juifs. Deuxième facteur, les raisons économiques. Donc ces raisons économiques, elles sont à droite comme à gauche. Donc on trouve
l'idée que les juifs sont tous riches, que les juifs sont des banquiers. On peut penser à Rothschild, par exemple, le plus célèbre, et que grâce à cette puissance financière, ils vont contrôler le monde entier, l'économie, de la France, mais aussi du monde entier. Voilà. Donc ça s'explique historiquement, ce préjugé, ce stéréotype. C'est parce que les chrétiens, et les musulmans aussi, dans le monde arabo-musulman, n'avaient pas le droit de prêter de l'argent. Voilà. Parce que quand on prête de l'argent avec des intérêts, on gagne de l'argent sans travailler, et ça, c'est un péché. Voilà, pour les chrétiens, et pour les musulmans, c'est l'équivalent du péché, ce n'est pas bien. Dieu, Allah, n'est pas d'accord ni pour les chrétiens, donc ni pour les musulmans. Donc les seuls qui étaient théoriquement autorisés à prêter de l'argent avec intérêt, ce sont les juifs. Et dans l'économie, depuis très très longtemps, il est compliqué de faire marcher une économie sans que personne n'emprunte à personne. Voilà. Et emprunter sans intérêt, il faut tomber face à quelqu'un de très très généreux. Donc le prêt à intérêt, pendant très longtemps, ce sont les juifs qui s'en occupaient. Et par conséquent, ça amène une haine des juifs assez, on va dire, assez socialement compréhensible, puisque quand vous devez de l'argent à quelqu'un, c'est pas votre meilleur ami. Voilà. Et donc ces raisons économiques, elles s'accentuent au moment de la révolution industrielle qu'on a vu dans le chapitre précédent, puisque les grandes entreprises ont besoin des banques pour investir beaucoup et donc se développer. Donc pour les ouvriers, les responsables des problèmes du capitalisme, les responsables de leur pauvreté, sont facilement les juifs. Donc ça, c'est un antisémitisme que la gauche accepte également, et parfois même encourage. Voilà. Tout comme la droite, les conservateurs, mais c'est plutôt les classes populaires qui vont avoir ces raisons au XIXe siècle. Troisième raison, qui concerne toutes les catégories politiques, des raisons raciales. Au XIXe siècle se développe l'idée qu'il existe des races, voilà, les blancs, les jaunes, les rouges, parfois les Indiens d'Amérique, et les juifs, les noirs également, je ne sais pas si j'ai dit. Voilà. Donc les juifs, on les considère comme une race différente. Voilà. Ils ne sont pas arabes, ils sont pas noirs, mais ils ne sont pas blancs. Voilà. Et c'est une race que peu à peu on considère non seulement comme différente, mais comme inférieure. Voilà. Et vous verrez, vous avez peut-être déjà vu en troisième, vous verrez l'année prochaine, que pour Hitler, les juifs, c'est même pas une race, c'est une sous-race, voilà, qui ne mérite pas d'exister, qu'il faut exterminer. Et donc pourquoi on en parle de l'antisémitisme au moment de l'affaire Dreyfus, et pourquoi l'affaire Dreyfus est importante dans la Troisième République? Parce qu'elle remet en cause les valeurs républicaines. Les valeurs républicaines, on l'a vu dans la toute première partie, ce sont liberté, égalité, fraternité. Si vous en voulez à certaines personnes dans le pays ou dans le monde parce qu'ils ne pensent pas comme vous, parce qu'ils n'ont pas la même religion, c'est que vous leur refusez la liberté religieuse. Donc c'est un problème. Deuxième chose, ça va à l'encontre aussi de la fraternité, où toute la population, tous les citoyens français doivent s'entraider les uns les autres. Et donc, si on met à part une population, c'est pas très fraternel. Voilà. Et dernière chose, si on considère que les races sont inégales, ça va à l'encontre de l'égalité. Là, ça c'est assez facile à comprendre. Et donc, au moment de l'affaire Dreyfus, il y a une division. Donc, on a utilisé les mots de Dreyfusard, anti-Dreyfusard. Et cette division, peu à peu, rejoint la division entre les républicains et les anti-républicains. Parmi les anti-républicains, on a vu au moment de l'affaire Boulanger qu'il y avait les monarchistes, les bonapartistes et donc certains catholiques. Au moment de l'affaire Dreyfus, les républicains donc, sont toujours les gens qu'on appelle plutôt de gauche et qui promeuvent la liberté, l'égalité, la fraternité. Historiquement, les socialistes, donc comme on l'a vu pour des raisons économiques, étaient un peu antisémites. À ce moment-là, donc en 1898, les premiers socialistes français décident qu'il vaut mieux la fraternité que l'antisémitisme et qu'il vaut mieux la République française qu'un régime qui serait comme en Allemagne, une république, une monarchie, pardon, pas très démocratique. Voilà. Donc à ce moment-là, à la toute fin du 19e siècle, les socialistes français, la gauche française, quasiment dans son ensemble, acceptent de refuser l'antisémitisme. Ce qui fait qu'au début du XXe siècle, et pendant relativement longtemps, on va dire même jusqu'à aujourd'hui, la plupart des gens de gauche, donc les socialistes, les communistes, et donc aujourd'hui, ça reste un petit peu les mêmes partis, même s'il n'y a plus beaucoup de communistes, mais refusent théoriquement l'antisémitisme, voilà, au nom des droits de l'homme. Donc la liberté, la fraternité, l'égalité. Donc on ne poursuit pas en justice un citoyen sans preuve sous prétexte qu'il est juif. Donc ça, c'était l'idée importante sous la Troisième République, ouais,
puisque les adversaires profitent de cette affaire Dreyfus pour remettre en cause la République en disant que le régime politique républicain n'est pas capable d'assurer la sécurité du pays, la France, et donc l'armée contre l'Allemagne. Voilà. Donc on revient toujours au début de la Troisième République, à une république qui est née dans un contexte de guerre contre l'Allemagne, et c'est ce qui fait un petit peu que les tensions durent pendant 30 ou 40 ans à l'intérieur même de la République. Donc pour terminer sur l'affaire Dreyfus, en 1898, 1900, 1906, donc au tournant du XXe siècle, ce qu'on appelle la Belle Époque, donc entre la fin du XIXe siècle et la Première Guerre mondiale, donc on a une opposition assez tranchée entre les hommes politiques, les citoyens qui sont profondément attachés à la République et à la démocratie, les deux deviennent inséparables à ce moment-là, et qui défendent également, donc en dehors des principes liberté, égalité, fraternité, ils défendent aussi les droits de l'homme dans leur ensemble, donc pour tous les hommes. Les femmes, c'est un autre problème, vous le verrez l'année prochaine. Et inversement, donc vous avez les opposants à la République qui aimeraient bien un gouvernement fort, si possible dirigé par un seul homme, qui ne soit pas élu, mais qui soit nommé, donc soit un roi, soit un empereur, on ne sait pas trop, ils ne sont pas tous d'accord de toute façon, mais qui défendent le pays, la nation, et donc la nation, ça exclut les juifs et tous les autres étrangers. Là, on a parlé des juifs, mais on a aussi de la xénophobie envers les Italiens, les Polonais et de plus en plus les Portugais. À cette époque, l'immigration en France est principalement une immigration européenne. Vous verrez le premier chapitre de Terminal, où là, c'est une immigration également européenne, mais qui pose encore plus de problèmes avec la crise de 29. Et vous verrez dans un chapitre en milieu d'année, donc au moment de la crise économique de 1973, cette fois-ci, l'immigration africaine qui commence à poser des problèmes à certains Français. Donc là, on est à la fin de la Belle Époque. La République est bien installée, on l'a vu, avec l'école, et elle surmonte les crises. Donc elle est assez forte pour surmonter les divisions de la France. Les institutions tiennent bon. L'opinion publique se déchire, mais la République, elle, n'est pas menacée par cette affaire. C'est vraiment l'essentiel à retenir.